Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. C'est une histoire de fou que je vais vous raconter. L'enquête sur l'assassinat en 2003 en région parisienne du député algérien Kamel Benbarra. Mais attention, ne fuyez pas. Je vous rassure, ça n'est absolument pas une histoire politique. Absolument pas. C'est une histoire au contraire très intime, dont le ressort est absolument stupéfiant, du jamais vu. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le samedi 11 janvier 2003, une femme, inquiète, se présente au commissariat de Saint-Chamond, près de Saint-Étienne. « Bonjour, est-ce que je pourrais voir un officier, s'il vous plaît ? C'est à propos de mon mari. Il a disparu depuis 3 jours. Vous vous appelez comment, madame ? Madame Benbarra. Mon mari, il est député en Algérie. Ça fait 3 jours que j'ai aucune nouvelle. Je suis inquiète. » Madame Benbarra est donc entendue par un policier. Et après, ça va très vite. Pensez donc, député algérien en France, c'est chaud. C'est très chaud. Le type serait ouvrier du bâtiment, on le chercherait encore. Mais un député du FLN, du parti au pouvoir en Algérie, oulala, on se dit c'est politique, c'est forcément politique. Ça craint sa race. Faut pas traîner. Faut pas traîner. Le soir même, un avis de recherche est diffusé dans tout le pays. Et une enquête est ouverte, pas pour disparition inquiétante, comme on le ferait pour un Pékin moyen, mais pour enlèvement et séquestration directe. Deux mots sur l'homme qui vient de disparaître. En vérité, il s'appelle Abdelkamal Benbarra, mais il se fait appeler Kamel. Il est donc député en Algérie, où il représente les Algériens qui vivent dans le nord de la France, y compris à Paris. Mais attention, il n'est pas député à plein temps. Député en Algérie, ça paye pas trop. Et donc il est aussi consultant informatique chez Capgemini, à La Défense. Il habite à Saint-Chamond, à 10 km de Saint-Étienne, où vivent sa femme et leurs 4 enfants. Mais évidemment, toute la semaine, il est à Paris. Et il rentre le week-end quand il peut. Voilà. C'est clair dans votre tête ? Avant sa disparition, le député Benbarra avait du pain sur la planche. Il devait préparer la venue imminente du Premier ministre algérien à Paris. Le jeudi 9 janvier, jour de sa disparition, il a passé l'après-midi chez son ami Saïd Naili, rue Boileau, à Paris. On est parti de chez moi, il était quoi, 5h30 ? On est parti en voiture dans sa Volkswagen Polo, et il m'a déposé à la porte-maillot, en me disant qu'il devait retourner travailler à Capgemini, à La Défense. Et depuis, j'ai aucune nouvelle de lui. J'ai essayé de l'appeler sur son portable vers 19h. Je suis tombé directement sur sa messagerie. Et le lendemain, pareil. Alors j'ai appelé sa femme. Et vous lui avez dit quoi ? Vous la connaissiez ? Non. Je la connaissais pas, mais j'avais son numéro. Donc je l'ai appelée et je lui ai demandé si elle était bien Madame Benakli, la compagne de Monsieur Benbarra, qui habite à Nanterre. Et elle m'a dit oui. Et donc je lui ai raconté ce qui s'était passé, que j'avais plus de nouvelles, tout ça, quoi. Madame Benbarra, qui habite à Nanterre. Quand elle raccroche, la femme du député se dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Je m'appelle pas Benakli. Et puis j'habite pas à Nanterre, j'habite à Saint-Chamond. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds ?» Alors elle va sur son ordinateur, sur le site des pages blanches, et elle tape « Benakli, Nanterre ». Et elle appelle le numéro en se faisant passer pour la sœur de son mari. Et c'est là que j'ai découvert que mon mari, il avait une autre femme. Une certaine Louisa Benakli. Et qu'ils avaient même une petite fille. Bref, j'ai découvert qu'il avait une deuxième vie. J'en ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai appelé son ami Saïd Naili pour tout lui raconter. Et de là, on a décidé tous les deux d'aller voir la police criminelle. Et là, la brigade criminelle fait glups, parce que cette Louisa Benakli, elle est morte
Elle est morte l'année dernière, victime de ce qu'on a appelé la tuerie de Nanterre, un cinglé Richard Durne qui a défouraillé en plein conseil municipal et qui a fait 8 morts, dont Louisa Benacli qui était conseillère municipale de Nanterre. Mais quel sac de nœuds! Quel sac de nœuds! Donc, cette disparition n'est peut-être pas politique. C'est peut-être juste une histoire de fesses, une banale histoire de fesses. À partir de là, les flics du 36 quai des Orfèvres, qui ont récupéré l'affaire, décident d'explorer la vie privée du député Ben Barra. Bon, donc on se résume, les gars. Ben Barra rencontre Louisa il y a 8 ans. Ils sont kabyles tous les deux. Elle est avocate. Et elle vient de rejoindre l'équipe municipale de Nanterre. Elle est première adjointe de la maire communiste. Donc il s'installe dans un petit pavillon à Nanterre, rue des Marronniers, juste en face de la maison de la mère de Louisa, qui s'appelle... bougez pas, j'ai son nom quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Sekoura Benacli. 79 ans. Elle vit avec 3 de ses filles et 4 de ses petits-enfants. Et donc, le week-end, Ben Barra va à Saint-Chamond rejoindre sa femme officielle, Fatia, qui à l'époque attend leur 4e enfant. C'est quand même un sacré coco, hein, ce Ben Barra. Oui, un sacré coco. Et la suite ne manque pas de sel. Parce que le type est un pleutre. Si vous connaissez la lâcheté des hommes, je suis sûr que vous y avez pensé. Un jour, Louisa dit à son chéri, « Et si on se mariait, mon amour ?» Mais il peut pas puisqu'il est déjà marié. Et en plus, il l'aime, sa femme, Fatia. Il l'aime aussi. Alors il tente de gagner du temps, lâchement. Et puis vient le moment où il ne peut plus reculer. « Tu veux qu'on se marie, Louisa ? Eh ben, on va se marier. Pas de problème. » Bah si, problème, gros problème. Et donc en 1996, Louisa et sa famille se mettent à organiser le mariage. La robe blanche, le traiteur, tout ça. Et puis le jour J, patatras. Ben Barra, qui est courageux comme un âne qui recule justement. Je suis désolé, ma chérie. Mais en Algérie, mon père vient de mourir d'un infarctus. Oui, ce matin, à l'aéroport de Beja, où il devait prendre l'avion pour nous rejoindre pour le mariage. Je suis désolé, ma chérie. Je dois partir tout de suite pour l'Algérie, tu comprends? Il ment comme un arracheur de dents, le diable. Son père est en pleine forme. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il ne s'envole pas pour l'Algérie puisqu'il n'a aucune raison d'y aller. Il file à Saint-Chamond rejoindre sa femme qui est en train d'accoucher de leur 4e enfant. La tronche des Benacli à Nanterre. Je peux vous dire que ça a pleurniche dans la robe de mariée. Mais bon, on comprend. Son papa est mort. On comprend. C'est pas grave, chérie. On va reporter ce mariage, hein? On se mariera l'année prochaine, et puis c'est tout. Mais l'année d'après, 97, rebelote, le lâche. Je suis désolé, ma chérie, mais ma mère va vraiment pas bien. Faut que je parte là-bas. Sa mère, maintenant. Mais il va tous les faire mourir un par un. Faut le faire, hein. Faire mourir ses parents pour se trouver une bonne excuse pour ne pas se marier. Quoique moi, il m'est arrivé de faire mourir une grand-mère pour ne pas aller à un endroit où je ne voulais pas aller. Bref. Et puis à un moment, Kamel ne peut plus reculer. Et donc une sorte de mariage finit par avoir lieu, mais pas à la mairie, hein. Un mariage seulement religieux. Ça mange pas de pain. J'en ai connu des lâches, des pleutres, des qui se cachent derrière leurs petits doigts. Mais celui-là, c'est un champion du monde. Et elle, Louisa, elle gobe tout. Et pourtant, elle est avocate. Elle est intelligente, elle est brillante. Il paraît que l'amour rend aveugle. Et puis donc arrive la naissance de la petite Yasmine en 1999. Et puis en mars 2002, le drame. La stupeur et les larmes à Nanterre après le carnage de la nuit dernière au conseil municipal. Un homme armé, familier des lieux, a froidement, méthodiquement abattu 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres avant d'être maîtrisé. Louisa, qui était devenue conseillère municipale à Nanterre, est fauchée par une balle lors de ce qu'on a appelé la tuerie de Nanterre. Elle fait partie des 8 victimes. Sa mère, Sekoura, qui a 79 ans, est
dévastée par la douleur. Et pas qu'elle, hein. Ses filles, Wardia, Malika et Tassadit, aussi. Elles s'en sont jamais remises. Jamais. Louisa, c'était leur lumière. Elle avait un bon métier. Elle faisait de la politique. Elle avait réussi, quoi. Et d'un coup, tout s'effondre. Et donc, anxiolytiques, antidépresseurs, elles ont plongé, quoi. Et elles se sont enfermées dans leur maison. Elles ouvraient même pas les volets. Et leur salon s'est transformé en une sorte de mausolée, de temple, à la gloire de Louisa, avec des photos, des bougies, son écharpe d'adjoint posée sur la table. C'était terrible. Et lui, Kamel Benbara, il habite toujours en face. Il n'est pas là très souvent, mais il habite toujours en face. La mère de Louisa, elle avait qu'une terreur. Qu'ils viennent s'installer là avec une autre femme, quoi. Et leur fille, Yasmine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a été prise en charge par ses tantes. Et lui, il s'en est pas occupé. Il venait la voir, hein. Et il disait qu'il voulait partager la garde de la petite. Mais pour ça, vous comprenez, il fallait fournir des papiers. Je sais pas moi, un acte d'état civil. Le juge allait forcément le demander. Et lui, il pouvait pas puisqu'il était déjà marié et déjà père. 4 fois. Alors il mettait au lendemain, quoi. Voilà. Elles sont bouleversantes, ces femmes Benakli. Bouleversantes. Mais attention, je le redis, Kamel a été lâche, mais ça n'est pas un salaud. Il ne se désintéresse pas de sa fille, du tout. Il vient la voir souvent. Et ça, les sœurs de Louisa le racontent aux policiers de la crime. Il restait des heures avec maman dans le salon, à parler de Louisa. Des heures entières. Et d'ailleurs, le jour même où il a disparu, il est venu. Et il est venu voir Yasmine. Pour lui faire un bisou, quoi. Comme il le faisait souvent. À quelle heure est-ce qu'il est arrivé 6h30. Je dirais... Oui, c'est ça, 6h30. Et il est resté jusqu'à quelle heure Vers 8h. Et à votre connaissance, ça s'est bien passé? Ah oui. Aucun problème. Ça, c'est une information intéressante pour les flics. C'est donc là qu'il est allé, après avoir laissé son ami Saïd Naili à la porte Maillot. Il est allé chez la mère de Louisa, à Nanterre, pour faire un bisou à sa fille. Alors les policiers vérifient, bien sûr, sur le relevé de son téléphone portable. Bon, ça se confirme, hein. Il était bien à Nanterre. Il bande tout près de chez la mère de Louisa à partir de 18h30. À 19h, il reçoit un coup de téléphone. Et ensuite, ça on le sait par son ami Saïd, il est injoignable. Saïd nous dit qu'il tombe sur sa messagerie. Donc là, plusieurs hypothèses. Soit Benbara n'a plus de batterie, soit il a éteint son téléphone, soit il l'a cassé. En tout cas, c'est là qu'on perd sa trace. C'est à Nanterre. Et puis, les policiers vont perquisitionner un petit appartement à Paris dont Benbara était propriétaire et où il dormait de temps en temps. Et là, il tombe de l'armoire, comme vous allez le faire dans 2 secondes. Accrochez-vous, ça va tanguer. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. La photo d'une autre femme. Me dis pas qu'il en avait une 3e. Ça serait complètement dingue, ça. Et cette photo, les flics vont la montrer aux proches de Benbara. Montrez-moi bien. Mais je la reconnais, cette fille. C'est ma sœur. Elle est députée en Algérie. Ça ne vous a pas fait trop de mal de tomber de l'armoire? Il en avait trouvé une 3e. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme à qui il avait déjà parlé de mariage. Bon, Benbara a disparu et c'est inquiétant, donc je ne veux pas insister. Mais quand même, quel tordu! Voilà donc tout ce qu'apprennent jour après jour les policiers de la brigade criminelle. Le disparu était un chaud lapin qui ne savait pas choisir entre ses femmes. Mais est-ce que ça a un rapport avec sa disparition? Rien n'est moins sûr. Et c'est là qu'intervient un rebondissement. Allô? La brigade criminelle? Le commissariat du 18e à l'appareil. Dites-moi,
On vient de localiser le véhicule Volkswagen Polo gris foncé de monsieur Benbara. On nous l'a signalé comme stationnant avenue Hoche, à Paris, depuis 3 semaines. Donc on est sur place. On a vérifié, c'est bien sa voiture. Hein. Ok, vous ne touchez à rien. Hein, on arrive. Vous ne touchez à rien. Hein. Quand ils arrivent sur place, les policiers de la crime constatent que la voiture est ouverte. Il y a même les clés sur le contact. Regarde. Et là, ils ouvrent le coffre. Une odeur de charron. Et il est là, Benbara. Il est dans le coffre, recouvert de son manteau. Et quand on soulève le manteau, on découvre son visage qui est plein de sang, qui est tuméfié. Il est méconnaissable. Une boucherie. Alors, nous sommes en présence d'un cadavre présentant d'abord 3 perforations au niveau du thorax, qui pourraient être des coups de couteau. On note de nombreux hématomes à la tête. Ses mains portent des marques caractéristiques de défense. Au niveau de sa main gauche, on retrouve enroulé autour de son index et collé par du sang séché, un cheveu de couleur noire, dont la taille suggère qu'il pourrait s'agir d'un cheveu de femme. Terminé. La voiture est garée avenue Hoche devant l'ambassade du Japon depuis le jour où Benbara a disparu. Et donc il a été tué le jour de sa disparition. Ok. On transporte le cadavre à l'institut médico-légal. Et puis il nous faut une dépanneuse pour amener la voiture à la crime. Il y a peut-être des indices à l'intérieur. On va mettre la scientifique sur le coup. L'autopsie réalisée dans la foulée semble indiquer que Kamel Benbara a été tué par des sauvages. Des sauvages. Bon, il est mort d'un écrasement du larynx, votre bonhomme. Sans doute un coup porté à la gorge. Par ailleurs, on compte une 20aine de coups, sans doute portés avec un objet lourd, sur le visage et à l'arrière du crâne. Et puis donc, il y a ces 3 coups de couteau au niveau de la poitrine, dont l'un a traversé le cœur. Mais vous voyez là, les saignements autour de la plaie, ils sont très limités. Et donc, conclusion, ils ont été portés, ces 3 coups de couteau, post-mortem. Ça n'est pas de ça qu'il est mort. Je vous le redis, il est mort d'un écrasement du larynx, consécutif à un coup violent porté sur la gorge. À ce stade, il ne faut pas être expert en criminologie pour oser une hypothèse stupéfiante. Non. Mais si. Enfin, ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé, vous aussi. Et si c'était elle qui l'avait tué, la mère de Louisa, du fond de son chagrin. Les flics commencent par relever les numéros de téléphone portable de toute la famille Benakli. Et ils établissent leur géolocalisation le soir du 9 janvier. Bon, c'est bien ce que je pensais. On a un téléphone qui borne à Paris 8e, pas loin de l'avenue Hoche, le 10 janvier à 1h30 du matin. Soit le lendemain de la disparition de Benbara. Et puis il y a ce long cheveu noir retrouvé collé dans sa main gauche. Alors un cheveu, vous devez le savoir, surtout en 2003, ne permet pas d'extraire un ADN complet. À moins qu'on ait le bulbe, et là ça n'est pas le cas. Mais un cheveu contient ce qu'on appelle un ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN commun à toute une lignée de femmes. Et là c'est clair. Ce cheveu appartient à la lignée Benakli. Pas à la mère puisqu'elle a les cheveux blancs. Alors si ça n'est pas la mère, ce sont donc ses filles. Ce sont les Benakli qui ont tué Kamel Benbara. Qui, précisément? Eh bien ça reste à découvrir. Le matin du 26 février, toute la famille Benakli
est interpellée à Nanterre. Et elle est amenée au 36 quai des Orfèvres. Toute la famille. Ça veut dire la mère, Sekoura, 79 ans, ses 3 filles, Wardia, 37 ans, Tassadik, 42 ans et Malika, 40 ans. Et puis Stéphane, 21 ans, le petit-fils de Sekoura, fils de Dalia, décédé il y a quelques années. Évidemment, ils sont interrogés séparément, ce qui au début au moins ne sert pas à grand-chose, puisqu'ils disent tous la même chose. Vous pouvez me raconter comment s'est passée la visite de M. Benbara le 9 janvier, quand il est venu voir sa fille? Oh ben très bien. Ça s'est passé comme d'habitude, quoi. Rien de particulier. À quelle heure est-ce qu'il est parti de chez vous? 19h30 20h. Et quand les flics interrogent les 3 sœurs sur le cheveu, ben nos cheveux, il y en a plein à la maison. Il a dû se les mettre dessus quand il était chez nous, puis c'est tout. Rien à en tirer. En revanche, les flics ont un espoir. Stéphane, le petit-fils de Sekoura, il est jeune et il est forcément plus tendre. C'est le maillon faible, évidemment. Au début, face aux policiers qui l'interrogent, il sert la même histoire que sa grand-mère et ses tantes. Et puis d'un coup, il craque. Une sorte de crise de nerfs au point qu'il en tombe de sa chaise. Il est en larmes. En l'état, il est incapable de parler. Alors, les policiers le calment, le consolent, le bichonnent. Et à un moment, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il devait être 6h30 quand ça sonnait. Alors je suis allé ouvrir. Kamel, il est rentré. Et moi, je suis retourné dans ma chambre. Qui était présent? Il y avait ma grand-mère, Sekoura, et puis il y avait Wardia. Ma tante. Yasmine, elle était avec Malika à l'étage. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu des bruits en bas. Alors je suis descendu. Et là, dans le salon, j'ai vu Kamel. Il était couché sur le sol. Il y avait du sang partout. Il y avait ma grand-mère à côté. Et ma tante, Wardia, elle me regardait terrifiée. Et là, j'ai compris que c'est elle qui l'avait tué. Et je savais pas quoi faire. Wardia, elle m'a demandé de l'aider à éponger le sang. Je l'ai aidé. Et puis je suis remonté dans ma chambre. J'ai vomi. Et après j'ai pris en Lexomil. Et ensuite, pour la suite, il faut attendre le lendemain la reprise de la garde à vue. Les flics concentrent leurs efforts sur Wardia. Et vers 10h du matin, elle se décide à parler. Quand Kamel est arrivé, ma mère, elle était allongée sur le canapé devant la télévision. Il nous a salués. Il a pris une chaise. Il s'est assis. Et puis ma mère lui a parlé en cabine. Elle lui a dit « T'as rien à nous dire, mon fils ?» Lui, il a dit « Non. Non, tout va bien. » Et là, ma mère, elle lui a dit « Tu es venu dans la maison de Louisa avec une femme. » Elle lui a dit « T'as couché dans le lit de Louisa avec une femme. » Et elle lui a dit « C'est interdit, tu le sais. Et tu l'as fait. » Et là, Kamel, il a craqué. Il lui a dit « Oui, j'ai une nouvelle femme. Et je l'aime. » Il lui a dit qu'elle était députée comme lui en Algérie et qu'il allait l'épouser. Il a même dit qu'au mois de février, ils allaient aller vivre en Algérie. Et qu'ils prendraient Yasmine avec eux. Et après, il a abusé, quoi. Il a dit qu'il avait pas épousé Louisa parce qu'elle n'était pas propre quand il l'a connue. Qu'elle n'était pas vierge. Et tout ça. Et là, Wardia raconte que sa mère s'est levée, qu'elle a attrapé Kamel par la veste, qu'elle l'a secoué en le poussant vers la sortie, que Kamel, à ce moment-là, a pris sa mère par la gorge, qu'elle a essayé de les séparer et qu'elle n'y arrivait pas. Et là, j'ai attrapé
une poêle qui était sur la cuisinière. Et j'ai frappé Kamel au visage et à la tête. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et comme c'était un poêlon en fonte, c'est très lourd. Et je l'ai tué. Ensuite, elle dit qu'avec sa mère, elles ont enroulé le corps dans une couverture, qu'elles l'ont mis dans le coffre de la Polo de Kamel, et qu'elle, Wardia, est allée garer la voiture à Paris au hasard. Voilà, on a toute l'histoire ou presque. Sauf que Wardia n'a rien dit sur les 3 coups de couteau donnés post-mortem. Et quand elle est interrogée là-dessus, elle refuse d'aller plus loin. Et on comprend pourquoi, le lendemain, devant le juge d'instruction, quand sa mère, Sekoura, craque à son tour. Les coups de couteau, c'est moi qui les ai donnés. J'ai fait saigner son cœur parce qu'il a fait saigner le mien. Personne n'a le droit d'insulter Louisa. Pas même Dieu. 79 ans. Mais quelle histoire de fou. De fou. Le procès des Benakli, mère et fille, s'ouvre le 15 novembre 2004 à Nanterre. La salle est pleine à craquer. Wardia est dans le box. Elle vient de passer 18 mois en prison. Mais elle reste magnifique. Une très belle femme. Sa mère, Sekoura, elle, comparée libre. Et elle est là, toute droite sur son banc. Et c'est toujours comme ça dans un procès d'assises. On commence par raconter la vie des accusés. Ce qui revient à raconter une histoire tragique, ma foi. L'arrivée des Benakli sur le sol français pendant la guerre d'Algérie, la naissance des 7 enfants dans les années 60, et puis le décès de l'un des gamins à 5 ans, et puis le décès du père avant sa retraite, et puis le décès de la fille aînée d'un cancer, et puis l'arrivée de Kamel Benbara et son refus de se marier, et puis l'assassinat de Louisa, si brillante. Tout ça est assez bouleversant, au point d'ailleurs qu'on finit par oublier que dans ce dossier, les femmes Benakli ne sont pas les victimes, elles sont les accusées. Et puis, vient à la barre Fatia Benbara, la première et véritable épouse de Kamel, qui calmement remet les choses à leur place. Dans ce procès, les victimes, c'est pas le Benakli. Les victimes, c'est Kamel qui a perdu la vie. Ce sont les enfants qui ont perdu leur père. C'est moi qui ai perdu mon mari. Et puis je voudrais dire autre chose. Si mon mari, il m'avait quitté pour Louisa Benakli, je l'aurais pas tué, moi. Et même, j'aurais peut-être même compris qu'il préfère cette femme extraordinaire qu'était Louisa. Voilà. Après 5 jours de procès, Wardia Benakli, la fille, est condamnée à 12 années de réclusion criminelle et Sekoura, la mère, à 5 ans, dont 2 ans ferme. C'est un verdict très clément. Les jurés ont manifestement été touchés aussi par la malédiction des Benakli. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les jurés, puisque dans la foulée, l'administration pénitentiaire accepte, et ça c'est exceptionnel, de mettre les 2 femmes, la mère et la fille, dans la même cellule. Alors elles font appel toutes les 2, et elles ont eu bien raison, puisqu'en octobre 2005 à Versailles, Wardia voit sa peine réduite à 9 ans de prison, et Sekoura à 18 mois ferme. Voilà, je vous ai souvent raconté qu'il y a 2 raisons, et uniquement 2 raisons pour tuer: l'argent et le cul. Il m'arrive de dire des conneries. Le désespoir aussi, ça tue.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.